Ma nièce a poussé ma fille de 4 ans dans les escaliers, en disant « Elle m'a giflé, et elle est tellement agaçante. Je ne veux pas d'elle ici. » Ma sœur arrive froidement. « Ne t'inquiète pas, elle va bien. » Les enfants tombent et ils se relèvent. Et si elle ne se relève pas, j'imagine que nous n'aurons plus de drame. Maman a ajouté « Tu réagis de manière complètement excessive. Ce ne sont que quelques marches. Arrête d'être si dramatique. » Papa a acquiescé. Les enfants doivent apprendre à être durs. Quand je suis allé relever ma fille, elle ne bougeait pas. J'ai immédiatement appelé le 911 pendant qu'il levait tous les yeux au ciel. Il n'avait aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Mon nom est Élise, et ce qui est arrivé à ma fille, Nora, a tout changé. Certains d'entre vous pourraient penser que ce que j'ai fait était extrême, mais quand vous aurez fini de lire ceci, je pense que vous comprendrez pourquoi je n'avais pas le choix. Tout a commencé lors de ce qui était censé être une simple réunion de famille chez mes parents pour le 65e anniversaire de mon père. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas amener Nora, ma précieuse fille de 4 ans, mais je pensais que la famille, c'était la famille. Comme je me trompais. Ma sœur, Kendra, a toujours été l'enfant chéri. En grandissant, elle ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents. Alors que j'étais constamment critiqué pour tout, de mes notes à mes choix d'amis, quand elle a eu sa fille, Madison, il y a 8 ans, le favoritisme n'a fait qu'empirer. Madison est devenue le joyau de la couronne de la famille, pourri gâtée par mes parents et traitée comme une petite princesse qui ne pouvait rien faire de mal. Nora, d'un autre côté, a toujours été traitée comme une personne de second plan. Mes parents couvraient Madison de cadeaux et d'attention tout en reconnaissant à peine l'existence de Nora. Cela me brisait le cœur, mais je continuais d'espérer que les choses changeraient. Je continuais de croire que la famille signifiait quelque chose. Ce samedi après-midi, je suis arrivé chez mes parents avec Nora, qui portait sa robe rose préférée avec des licornes dessus. Elle était si excitée de voir ses grands-parents et sa cousine, sautillant sur la pointe des pieds alors que nous nous approchions de la porte d'entrée. Mon cœur se serre en pensant à quel point elle était heureuse et innocente à ce moment-là. Les ennuis ont commencé presque immédiatement. Madison, maintenant âgée de 13 ans et pleine d'attitude adolescente, a levé les yeux au ciel en voyant Nora. « Pourquoi tu l'as amenée ?» a-t-elle demandé à voix haute, sans même essayer de cacher son dédain. « Madison, ce n'est pas gentil, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. « Nora est ta cousine, et elle est excitée de te voir. » Kendra a ri depuis la cuisine. « Oh, ne le prends pas personnellement, Élise. Madison est juste à cet âge où les jeunes enfants l'agacent. C'est parfaitement normal. » Normal ? Ce mot allait me hanter pour le reste de la journée. Mon père et ma mère ont à peine levé les yeux de leur conversation quand nous sommes entrés. « Bonjour, Nora », a dit ma mère avec l'enthousiasme de quelqu'un qui lit une liste de courses. Pendant ce temps, Madison a eu droit à un énorme câlin et un billet de $20 juste comme ça. Pendant la première heure, les choses étaient relativement paisibles. Nora jouait tranquillement avec quelques jouets dans le salon pendant que les adultes parlaient, mais je pouvais voir Madison la regarder avec ce regard calculateur dans les yeux, comme si elle préparait quelque chose. J'aurais dû faire confiance à mon instinct et partir sur le champ. La maison a ce magnifique escalier en colimaçon menant au 2e étage, 15 marches avec un palier en bois dur en bas. C'est le genre d'escalier qui a l'air élégant dans les magazines mais qui devient terrifiant quand on pense à un petit enfant qui le dévale. Vers 15 heures, j'étais dans la cuisine en train d'aider ma mère à préparer le dîner quand j'ai entendu la voix de Nora depuis le salon. « Arrête, Madison. C'est à moi. » J'ai jeté un coup d'œil pour voir Madison essayant de prendre l'éléphant en peluche de Nora, celui sans lequel elle ne va jamais nulle part. « Tu es trop vieille pour les animaux en peluche, » disait Madison. « Seuls les bébés jouent avec ça. »« Je ne suis pas un bébé, » a protesté Nora, sa petite voix devenant plus aiguë avec la détresse. « Rends-le-lui, Madison, » ai-je crié. Mais Kendra m'a fait signe de ne pas m'en mêler. « Laisse-les régler ça entre elles, » a-t-elle dit. Madison doit apprendre à s'affirmer, et Nora doit apprendre à partager. Je suis resté à contre-cœur dans la cuisine, mais j'ai continué à écouter. Les voix sont devenues plus fortes, puis j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le son d'une gifle, suivi des pleurs de Nora. Je me suis précipité dans le salon pour trouver Nora se tenant la joue, des larmes coulant sur son visage. Madison se tenait au-dessus d'elle, l'air défiant. Elle m'a frappé, a sangloté Nora, en courant vers moi. C'est elle qui m'a frappé la première, a rétorqué Madison.
Elle m'a giflé quand j'ai pris son stupide jouet. Je me suis agenouillé pour examiner le visage de Nora. Il y avait une empreinte de main rouge sur sa petite joue, clairement de la main beaucoup plus grande de Madison. Madison, on ne frappe pas les enfants plus petits, ai-je dit fermement. Nora a 4 ans. Tu en as 13. Tu devrais savoir mieux que ça. Oh, s'il te plaît, a dit Kendra en entrant dans la pièce. Les enfants se frappent tout le temps. C'est comme ça qu'ils apprennent les limites. Une jeune de 13 ans qui frappe une enfant de 4 ans, ce n'est pas normal, Kendra, ai-je répondu, ma voix se faisant plus tranchante. Ne me dis pas comment élever mon enfant, a répliqué sèchement Kendra. La dispute a rapidement escaladé. Mes parents se sont joints à la conversation, prenant naturellement le parti de Kendra. Ils ont dit que j'étais surprotectrice, que Nora devait s'endurcir, que c'était juste un comportement normal entre cousines. Madison se tenait là avec ce sourire suffisant sur le visage, profitant clairement de voir les adultes se disputer à propos de ses actions. J'ai décidé d'emmener Nora à l'étage, dans la salle de bain, pour lui nettoyer le visage et la calmer. Peut-être qu'un peu de distance aiderait tout le monde à se calmer. Nora reniflait encore alors que nous montions les escaliers, sa petite main serrée dans la mienne. « Maman, pourquoi Madison m'a frappé ?» a-t-elle demandé, sa voix si petite et confuse. « Je ne sais pas, ma chérie, » ai-je dit, le cœur brisé. Certaines personnes font de mauvais choix quand elles sont contrariées. Nous avons passé environ 10 minutes dans la salle de bain. J'ai lavé le visage de Nora avec un gant de toilette frais et j'ai essayé de la distraire avec une histoire de licorne courageuse. Elle commençait à sourire à nouveau quand nous avons entendu la voix de Madison dans le couloir. « Vous voilà », a dit Madison, son ton mielleux de cette façon qui m'a immédiatement mise sur mes gardes. Nous étions justement en train de redescendre, ai-je dit, en prenant la main de Nora. Mais Madison s'est placée juste devant nous, nous barrant le chemin vers les escaliers. « Nora, je veux te montrer quelque chose de cool en bas. » C'est une surprise. Nora a levé les yeux vers moi, incertaine. « Je peux voir la surprise, maman ?» Quelque chose n'allait pas, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Madison semblait excitée, presque impatiente d'une manière qui ne correspondait pas à son comportement antérieur. « D'accord, ai-je dit lentement, mais je viens avec vous. » En fait, a dit Madison, c'est mieux si Nora vient toute seule. C'est un truc secret entre cousines. Tous mes instincts me hurlaient de dire non, mais Nora avait l'air si pleine d'espoir. Elle avait eu une journée si difficile avec Madison, et j'ai pensé que c'était peut-être la façon de Madison de se faire pardonner de l'avoir frappée. Très bien, ai-je dit, mais je serai juste derrière toi. Madison a pris la main de Nora et l'a conduite en haut de l'escalier. J'étais à environ 1 mètre derrière elle quand c'est arrivé. Tu sais quoi, Nora, a dit Madison, sa voix soudainement froide et dure. Tu es vraiment agaçante, et je ne veux plus de toi ici. Avant que je puisse réagir, avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Madison a placé ses 2 mains sur le dos de Nora et l'a poussée de toutes ses forces. Elle m'a giflé, et elle est tellement agaçante. Je ne veux pas d'elle ici, a crié Madison alors que Nora basculait en avant. Le temps a semblé ralentir. J'ai regardé avec une horreur absolue ma petite fille dévaler ses 15 marches en bois dur, son petit corps heurtant chacune avec un bruit sourd et écœurant. Son éléphant en peluche s'est envolé de ses mains et a atterri en bas avant elle. Nora, ai-je hurlé, en dévalant les escaliers aussi vite que je le pouvais. Elle gisait en bas, complètement immobile. Sa robe rose à licorne était enroulée autour de ses jambes, et du sang coulait de sa tête. Ses yeux étaient fermés, et elle ne bougeait plus du tout. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, n'arrêtais-je pas de répéter en m'agenouillant à côté d'elle. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine chercher un pouls. Il était là, mais faible. Le reste de la famille était accouru au son de mon cri. Je m'attendais au choc, à l'horreur, à une préoccupation immédiate pour Nora. Au lieu de cela, ce que j'ai eu est quelque chose qui me rend encore malade d'y penser. Kendra a regardé la forme inerte de Nora et a carrément ri. C'était ce son froid et dédaigneux qui m'a transpercé. Ne t'inquiète pas, elle va bien. Les enfants tombent, et ils se relèvent. Et si elle ne se relève pas, j'imagine que nous n'aurons plus de drame. Je l'ai regardée avec une incrédulité totale. Es-tu folle? Regarde-la. Elle ne bouge pas. Ma mère a secoué la tête comme si j'étais ridicule. Tu réagis de manière complètement excessive. Ce ne sont que quelques marches. Arrête d'être si dramatique.
Elle pourrait avoir une commotion cérébrale, ai-je crié. Elle pourrait avoir une hémorragie interne. Mon père a croisé les bras et a hoché la tête en accord avec ma mère. Les enfants doivent apprendre à être durs. Quelques bleus et bosses n'ont jamais fait de mal à personne. Madison se tenait en haut des escaliers, et quand j'ai levé les yeux vers elle, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé jusqu'aux os. Elle n'était pas désolée. Elle n'avait pas peur. Elle souriait. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911. 911, quelle est votre urgence? Ma fille de 4 ans a été poussée dans un escalier. Elle est inconsciente, et du sang coule de sa tête. J'ai besoin d'une ambulance immédiatement. Ma famille a littéralement levé les yeux au ciel. Kendra a même dit, tu appelles le 911? Sérieusement, Élise, tu te mets dans l'embarras. Je m'en fiche, ai-je dit, en donnant notre adresse à l'opérateur. Ma fille est blessée, et je ne prends aucun risque. Les ambulanciers sont arrivés 12 minutes plus tard, bien que cela m'ait paru des heures. Pendant ce temps, Nora est restée inconsciente. J'étais assise à côté d'elle, craignant de la bouger mais désespérée de la tenir dans mes bras. Ma famille se tenait autour en faisant des commentaires sur le fait que je surréagissais et que cela allait coûter cher pour rien. Quand les ambulanciers ont examiné Nora, leurs expressions sont immédiatement devenues sérieuses. Nous devons l'emmener à l'hôpital maintenant, a dit l'un d'eux. Possible traumatisme crânien grave. J'avais l'impression que le monde tournait autour de moi. Ils ont soigneusement placé Nora sur une planche dorsale et l'ont chargée dans l'ambulance. Je suis monté à côté d'elle, tenant sa petite main. Est-ce qu'elle va s'en sortir, ai-je demandé à l'ambulancier. Nous allons très bien prendre soin d'elle, a-t-il dit, ce qui n'était pas vraiment une réponse. À l'hôpital, Nora a été transportée d'urgence en chirurgie. Elle avait une commotion cérébrale grave, une fracture du crâne et un édème cérébral qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence pour soulager la pression. Le médecin a dit que si j'avais attendu ne serait-ce qu'une heure de plus pour appeler à l'aide, elle aurait pu mourir. Elle a passé 4 jours en soins intensifs. 4 jours où je ne savais pas si ma petite fille allait se réveiller, si elle serait la même si elle se réveillait, si j'allais perdre la personne la plus importante de ma vie parce que ma nièce de 13 ans avait décidé qu'elle était agaçante. Pendant ces 4 jours, ma famille n'est pas venue une seule fois. Pas une seule fois. Je les ai appelés pour leur donner des nouvelles, et à chaque fois, ils agissaient comme si je les dérangeais avec des drames inutiles. Elle va bien, n'est-ce pas, disait ma mère. Les enfants sont résistants. Quand est-ce qu'elle rentre à la maison, demandait mon père. Ça a assez duré. Kendra était la pire. Peut-être que ça lui apprendra à ne pas être si collante et agaçante, a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique particulièrement horrible. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose s'était brisé en moi. Ces gens n'étaient pas ma famille. La famille ne regarde pas un enfant se blesser gravement pour ensuite blâmer l'enfant d'être dramatique. La famille ne rit pas quand une enfant de 4 ans gît inconsciente sur le sol. Nora s'est finalement réveillée le 4e jour. Le soulagement que j'ai ressenti était indescriptible, mais il était mêlé à une rage si pure et concentrée qu'elle m'a fait peur. Elle allait s'en sortir. Le médecin a dit qu'elle se rétablirait complètement, mais qu'elle aurait besoin de mois de physiothérapie et de suivi. Plus important encore, elle était terrifiée. Elle faisait des cauchemars où elle tombait, où elle voyait le visage de Madison la pousser. Elle sursautait dès que quelqu'un s'approchait d'elle trop rapidement. Ma petite fille heureuse et confiante avait été traumatisée, et ma famille pensait que ce n'était pas grave. C'est là que j'ai décidé qu'ils devaient apprendre ce que les conséquences signifiaient vraiment. J'ai commencé par Madison. Alors que Nora était encore à l'hôpital, je suis allé à l'école de Madison et j'ai demandé une réunion avec le directeur et le conseiller scolaire. J'ai apporté le rapport de police, oui, j'avais déposé une plainte pour agression sur mineur, et les dossiers de l'hôpital montrant les blessures de Nora. Je suis préoccupé par le comportement de Madison, leur ai-je dit. Elle a délibérément poussé une enfant de 4 ans dans un escalier et n'a montré aucun remords. Je pense qu'elle a besoin d'une évaluation psychologique immédiate. L'école a pris cela très au sérieux. Ils étaient tenus de signaler l'incident au service de protection de l'enfance, CPS, et Madison a été suspendu en attendant une enquête. Le CPS a ouvert un dossier sur Kendra, et Madison a dû suivre un conseil psychologique obligatoire. Kendra était furieuse quand elle l'a appris. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle hurlé au téléphone. Madison n'est qu'une enfant. Nora aussi, ai-je répondu calmement. La différence,
c'est que Nora est la victime, pas l'agresseur. Mais je ne faisais que commencer. Ensuite, je me suis attaqué à mes parents financièrement. Voyez-vous, il y a quelque chose que ma famille ne savait pas sur moi. Depuis 10 ans, je travaille comme consultante indépendante pour de petites entreprises au Colorado, les aidant avec leurs impôts et leur planification financière. Je suis très doué avec les chiffres, et je suis très doué pour trouver des choses que les gens ne veulent pas qu'on trouve. Mes parents ont un petit restaurant prospère qu'ils gèrent depuis 25 ans. Je connaissais leurs comptes sur le bout des doigts car je les avais aidés à mettre en place leur système de comptabilité quand j'étais plus jeune. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais gardé l'accès à leurs dossiers financiers. Il m'a fallu environ 2 heures pour trouver ce que je cherchais. Ils sous-déclaraient leurs revenus depuis des années, détournant les ventes en espèces et ne les déclarant pas à l'IRS. Ce n'était pas une somme énorme, peut-être $20 000 par an, mais sur une période de 15 ans, cela représentait une fraude fiscale considérable. J'ai tout imprimé et les envoyé anonymement à l'IRS. J'ai également envoyé des copies à l'autorité fiscale de l'État et au service de santé locale, ainsi que des photos que j'avais prises au fil des ans de violation du code de la santé au restaurant. L'enquête et le processus de vérification ont duré environ 18 mois. Pendant ce temps, mes parents ont dû engager des avocats, payer des audits et faire face à des inspections surprises. Le stress a fait monter en flèche la tension artérielle de mon père, et ma mère a développé une anxiété si forte qu'elle a dû commencer à prendre des médicaments. Au final, il devait plus de $350 000 en arriérés d'impôts, pénalités et intérêts. Ils ont dû vendre le restaurant pour payer la note. Mon père, qui avait déjà 65 ans, a dû retourner travailler comme cuisinier dans le restaurant de quelqu'un d'autre. Ma mère a pris un emploi de caissière dans une épicerie. Mais je n'avais toujours pas fini. Kendra travaillait comme agent immobilier pour une petite agence en ville. Elle gagnait bien sa vie, mais elle vivait au-dessus de ses moyens, voitures chères, vêtements chers, vacances chères qu'elle postait constamment sur les réseaux sociaux. Je savais qu'elle trichait aussi sur ses impôts, déclarant des dépenses personnelles comme des dépenses professionnelles et sous-déclarant une partie de ses revenus de commission. Mais cela ne me suffisait pas. Je voulais quelque chose de plus grand. C'est là que je me suis souvenu de l'affaire. 2 ans plus tôt, Kendra s'était saoulée lors d'un barbecue familial et m'avait avoué qu'elle avait une liaison avec son patron marié de l'agence immobilière. Elle m'avait fait promettre de ne le dire à personne. Et comme une idiote, j'avais tenu cette promesse. Jusqu'à maintenant. Je ne l'ai pas seulement dit à sa femme. J'ai rassemblé des preuves, des photos d'eux ensemble dans des restaurants et des hôtels, des relevés de cartes de crédit montrant les hôtels qu'ils payaient, des messages textes que Kendra m'avait montrés pendant l'affaire. J'ai compilé le tout dans un dossier soigné et l'ai envoyé à sa femme, avec des copies au Conseil de l'ordre des agents immobiliers. La femme a demandé le divorce et lui a pris tout ce qu'il valait. Le Conseil de l'ordre a ouvert une enquête éthique. L'agence immobilière a licencié Kendra et son patron pour éviter le scandale. Kendra n'a pas pu trouver un autre emploi dans l'immobilier dans notre ville. L'affaire était devenue de notoriété publique, et personne ne voulait embaucher quelqu'un avec ce genre de réputation. Elle a fini par devoir déménager à 3 heures de route et prendre un emploi de caissière, tout comme notre mère. La beauté de la chose, c'est qu'aucun d'eux n'a fait le lien entre ces événements et moi. Pour autant qu'ils le sachent, j'étais juste la sœur folle qui avait surréagi quand Nora s'était blessée. Ils n'avaient aucune idée que leur vie s'effondrait à cause de moi. Nora s'est complètement rétablie, bien que cela ait pris près d'1 an de physiothérapie et de conseils psychologiques. Elle fait encore des cauchemars parfois, mais elle est redevenue la petite fille heureuse et confiante qu'elle était avant. Nous avons déménagé dans un autre état peu de temps après son rétablissement, soi-disant pour mon travail, mais en réalité parce que je voulais l'éloigner de l'influence toxique de ma famille. Le dernier acte de ma vengeance est survenu 3 ans après le rétablissement de Nora. Mes parents avaient réussi à reconstruire leur vie tant bien que mal. Papa travaillait comme chef cuisinier dans un restaurant correct, et maman avait été promue directrice adjointe à l'épicerie. Ils ne vivaient pas aussi bien qu'avant, mais ils s'en sortaient. Kendra avait également réussi à se remettre sur pied. Elle avait trouvé un nouvel emploi dans la vente de produits pharmaceutiques et gagnait à nouveau bien sa vie. Madison allait mieux aussi. Le conseil psychologique l'avait aidée, et elle semblait avoir appris des conséquences de ses actes. C'est alors que j'ai porté le coup de grâce. Je les ai poursuivis en justice, tous. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en dommages corporels que j'ai pu trouver et j'ai intenté des procès contre Madison, Kendra et mes parents pour détresse émotionnelle, frais médicaux, et préjudice moral.
Le procès contre Madison était techniquement contre Kendra en tant que sa tutrice légale, puisque Madison était mineure. Le procès détaillait tout, l'agression délibérée de Madison sur Nora, la réponse insensible de la famille aux blessures de Nora, le traumatisme émotionnel continu que Nora avait subi. J'avais les dossiers de l'hôpital, les rapports de police, les photographies des blessures de Nora, et les témoignages des médecins et des thérapeutes qui l'avaient traitée. L'affaire était en béton. Madison avait délibérément poussé Nora dans les escaliers avec l'intention de lui faire du mal. Les adultes de la famille n'avaient pas porté secours à un enfant blessé et avaient activement découragé la recherche d'un traitement médical. La détresse émotionnelle était bien documentée par les thérapeutes de Nora. Mais monter le dossier a pris du temps, et pendant ces mois de préparation, j'ai découvert à quel point l'insensibilité de ma famille était profonde. 3 semaines après la sortie de Nora de l'hôpital, ma mère m'a appelé. Je pensais qu'elle allait peut-être enfin demander comment allait Nora, peut-être montrer une réelle préoccupation pour sa petite fille. Au lieu de cela, elle a dit, « Élise, quand vas-tu arrêter ces bêtises ? Nora a été opérée, elle se remet maintenant, et tu donnes une mauvaise image à toute la famille avec tous ces drames. » Des drames, ai-je répété, ma voix d'un calme mortel. Ma fille a subi une opération au cerveau en urgence, maman. Eh bien, elle va mieux maintenant, n'est-ce pas ? Les enfants guérissent vite. Mais tu continues d'agir comme si une terrible tragédie s'était produite. Kendra se fait regarder bizarrement au travail, et les gens posent des questions sur Madison. Tu dois arrêter de parler de ça. Cette conversation a duré exactement 37 secondes avant que je ne raccroche, mais elle m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur les priorités de ma famille. Une semaine plus tard, Kendra a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une curiosité morbide l'a emporté. Élise, nous devons parler de cette histoire de facture d'hôpital, a-t-elle dit sans aucun préambule. Qu'y a-t-il à ce sujet ? Eh bien, Madison se comportait juste comme une enfant. Les enfants se poussent tout le temps. Ce n'est pas comme si elle voulait que Nora soit blessée aussi gravement. Donc, évidemment, nous ne devrions pas avoir à payer les frais médicaux. Je suis resté silencieux si longtemps que Kendra a même dit, « Allô ? Tu es là. » Je suis là, ai-je dit. J'essaie juste de digérer le fait que tu penses que ta fille peut agresser la mienne et s'en tirer sans aucune responsabilité financière. Agression ? Mon Dieu, tu es si dramatique. C'était un accident. Un accident, Kendra ? Madison a regardé Nora dans les yeux et a dit qu'elle était agaçante et qu'elle ne voulait pas d'elle ici, puis l'a délibérément poussée du haut de 15 marches. Ce n'est pas un accident. C'est une agression. Tu déformes ce qui s'est passé. Madison a dit qu'elle l'avait à peine touché. Nora a dû trébucher. C'est là que j'ai réalisé que Kendra essayait en fait de réécrire l'histoire. Dans son esprit, Madison n'avait vraiment rien fait de mal. Nora avait en quelque sorte causé ses propres blessures. Kendra, ai-je dit, ma voix devenant dangereusement calme. Il y avait des témoins. Je l'ai vu arriver. Madison a admis qu'elle avait poussé Nora. Eh bien, peut-être que Nora le méritait. Elle était capricieuse ce jour-là, elle a frappé Madison la première. Parfois, les enfants ont besoin d'apprendre les conséquences. J'ai raccroché au nez, à elle aussi. Mais cette conversation a cristallisé quelque chose pour moi. Il ne s'agissait pas seulement de Madison étant une enfant à problème. Il s'agissait d'une famille qui était si investie dans la protection de son enfant chéri qu'elle était prête à manipuler tout le monde, y compris elle-même, sur ce qui s'était réellement passé. C'est là que j'ai commencé à tout documenter. J'ai appelé le pédiatre de Nora et j'ai demandé des copies de tous ces dossiers médicaux de l'incident. J'ai demandé le dossier complet des urgences, y compris les notes du médecin traitant sur le mécanisme de la blessure. J'ai obtenu des copies de tous les scanners cérébraux, des rapports d'opération, de tout. J'ai également commencé à enregistrer mes conversations téléphoniques avec ma famille. Au Colorado, le consentement d'une seule partie est nécessaire, ce qui signifiait que je pouvais légalement enregistrer toute conversation à laquelle je participais. Les choses qu'ils ont dites quand ils pensaient que personne ne gardait de traces étaient encore pires que leurs déclarations publiques. Au cours d'une conversation, mon père a carrément dit « Nora a toujours été une enfant maladroite. De toute façon, elle serait probablement tombée dans ces escaliers un jour ou l'autre. » Dans une autre, ma mère a suggéré que Nora avait peut-être des problèmes cérébraux avant la chute, et c'est pourquoi elle avait été si gravement blessée. Les enfants normaux se remettent de ces choses, a-t-elle dit.
Peut-être qu'il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas chez elle. Mais le pire était la théorie de Kendra selon laquelle j'avais en quelque sorte causé tout ça. Élise a toujours été jalouse de Madison, a-t-elle dit à ma mère lors d'une conversation que j'ai enregistrée en appelant ma mère pendant que Kendra était en visite. Je pense qu'elle voulait que quelque chose de mal arrive pour pouvoir jouer la victime. Chaque conversation me mettait plus en colère, mais je gardais ma voix calme et posée. Je les laissais parler, les laissais révéler exactement quel genre de personnes ils étaient vraiment, et je documentais chaque mot. Pendant ce temps, Nora avait plus de mal que je ne l'avais initialement réalisé. Les blessures physiques ont guéri, mais le traumatisme émotionnel était plus profond que quiconque ne s'y attendait. Elle a commencé à avoir des crises de panique chaque fois que nous rencontrions des escaliers. Elle se figeait complètement, commençait à hyperventiler, et il me fallait 20 minutes pour la calmer. Son pédiatre nous a référé à une psychologue pour enfants, la docteure Jennifer Walsh, spécialisée dans la guérison des traumatismes. Lors de notre premier rendez-vous, la docteure Walsh a expliqué que Nora présentait des signes de troubles de stress post-traumatique. Ce n'est pas rare chez les enfants qui subissent des violences délibérées de la part de membres de leur famille, a déclaré la docteure Walsh. La trahison de la confiance aggrave le traumatisme de la blessure physique. Violence délibérée, ai-je répété. C'est exactement ce que c'était. Le membre de la famille qui a causé la blessure a-t-il montré des remords? Une tentative de se racheter? J'ai failli rire, mais c'est sorti comme un son plus amer. Ils pensent que je surréagis à tout ça. Ils ont suggéré que Nora était en quelque sorte fautive. L'expression de la docteure Walsh s'est assombrie. La victimisation secondaire par les membres de la famille peut être extrêmement préjudiciable à la guérison d'un enfant. Cela envoie le message que la douleur de l'enfant n'a pas d'importance, que son expérience n'est pas valide. C'est là que j'ai pris une décision qui allait façonner tout ce qui a suivi. Docteur, seriez-vous prête à documenter le traumatisme continu de Nora dans votre opinion professionnelle? Si cela allait un jour au tribunal, témoigneriez-vous de l'impact que cela a eu sur elle? Absolument, a dit la docteure Walsh. Ce qui est arrivé à Nora était grave, et la réponse de la famille a été profondément nuisible à son processus de guérison. Au cours des mois suivants, la docteure Walsh a documenté les cauchemars de Nora, ses crises de panique, sa régression dans le développement social. Nora, qui était propre depuis plus d'1 an, a recommencé à avoir des accidents. Elle a arrêté de dormir toute la nuit. Elle est devenue collante et craintive d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Mais ma famille n'a rien vu de tout cela. Ils n'ont pas demandé de nouvelles de la guérison de Nora. Ils ne sont pas venus. Ils n'ont pas envoyé de cartes, de fleurs ou même de messages textes pour demander comment elle allait. Au lieu de cela, ils étaient occupés à protéger Madison des conséquences de ses actes. J'ai appris par un ami commun que Kendra avait inscrit Madison dans une école privée de l'autre côté de la ville, racontant aux gens que Madison était harcelée dans son ancienne école à cause de fausses accusations. Elle présentait Madison comme la victime de toute la situation. Mes parents aidaient à payer les frais de scolarité de l'école privée. Les mêmes grands-parents qui n'avaient jamais offert d'aider avec les factures médicales de Nora dépensaient des milliers de dollars pour aider Madison à éviter les conséquences sociales de ce qu'elle avait fait. C'est là que j'ai réalisé que mon approche systématique des conséquences devait être plus approfondie. J'ai engagé un détective privé pour creuser plus profondément dans les finances de ma famille. Ce que j'ai trouvé était un schéma de raccourci et de contournement des règles qui remontaient à des années. Le restaurant de mes parents ne se contentait pas de sous-déclarer les revenus, il payait également plusieurs employés au noir pour éviter les charges sociales, déclarait de fausses dépenses professionnelles et fonctionnait sans permis de santé approprié depuis plus d'1 an. Les irrégularités financières de Kendra étaient encore plus étendues. Elle ne se contentait pas de truquer ses impôts, elle était également impliquée dans des transactions immobilières douteuses où elle représentait à la fois les acheteurs et les vendeurs sans divulgation appropriée, empochant des commissions supplémentaires qui auraient dû être déclarées. Mais la découverte la plus intéressante concernait Madison elle-même. Il s'est avéré que pousser Nora dans les escaliers n'était pas son premier acte de violence. Le détective privé, grâce à des recherches minutieuses dans les nouvelles locales et des entretiens avec les parents d'anciens camarades de classe, a trouvé des preuves d'incidents dans son ancienne école où elle avait blessé d'autres enfants. Rien d'aussi grave que ce qu'elle a fait à Nora, mais un schéma clair de comportement agressif qui avait été étouffé par Kendra et mes parents. Il y a eu la fois où elle a poussé un enfant de maternelle des barres de singe, prétendant que l'enfant avait pris trop de temps sur l'équipement. L'enfant s'est retrouvé avec un poignet cassé, mais Kendra a convaincu l'école que ce n'était qu'un accident.
Il y a eu un autre incident où Madison a délibérément fait trébucher un camarade de classe lors d'une sortie scolaire, faisant tomber l'enfant dans un ruisseau. L'enfant a failli se noyer et a dû être sorti par un enseignant. Encore une fois, Kendra a réussi à convaincre tout le monde que ce n'était qu'un accident. Le schéma était clair. Madison blessait des enfants plus petits et plus jeunes depuis des années, et ma famille avait étouffé l'affaire à chaque fois. Je n'avais pas affaire à une seule mauvaise journée ou à une seule mauvaise décision. J'avais affaire à un schéma systématique d'abus qui avait été permis par des adultes qui refusaient de tenir Madison pour responsable. C'est là que j'ai élargi mon plan. Je n'ai pas seulement signalé l'agression de Madison sur Nora à la police et au CPS, je leur ai également fourni des informations sur les incidents précédents. Soudain, ce qui semblait être un incident isolé est devenu partie intégrante d'un schéma de comportement prédateur envers les jeunes enfants. L'enquête du CPS s'est intensifiée. Kendra a dû suivre des cours de parentalité et une évaluation psychologique. Madison a été tenue d'avoir des visites supervisées avec d'autres enfants jusqu'à ce qu'elle termine un programme de thérapie approfondie. Mais je n'en avais pas fini avec la situation de l'école non plus. J'ai fait des recherches sur l'école privée où Kendra avait inscrit Madison. C'était l'un de ces endroits chers et exclusifs qui se targuait du développement du caractère et de l'éducation morale, le genre d'école qui serait très préoccupé d'admettre un élève avec un historique de violence. J'ai envoyé anonymement à l'administration de l'école des copies des rapports de police de l'affaire de Nora, ainsi que la documentation des incidents précédents à l'ancienne école de Madison. J'ai inclus l'évaluation professionnelle de la Dr Walsh sur le traumatisme que les actions de Madison avaient causé à Nora. En une semaine, Madison a été expulsée de l'école privée. Lorsque Kendra a essayé de l'inscrire dans d'autres écoles privées de la région, elle a découvert que le mot s'était répandu dans le réseau des écoles privées. Personne ne voulait prendre la responsabilité d'un enfant avec un historique de violence documenté. Madison a fini par devoir retourner à l'école publique, mais pas la même qu'elle avait fréquentée auparavant. Le district l'a transférée dans une autre école qui avait plus de ressources pour les enfants ayant des problèmes de comportement. C'était de l'autre côté de la ville par rapport à leur lieu de résidence, ce qui signifiait que Kendra devait conduire 40 minutes à l'aller et au retour pour déposer Madison et la récupérer chaque jour. Pendant ce temps, les pressions financières que j'avais mises en branle commençaient à faire des ravages sur tout le monde. Le restaurant de mes parents était sous la surveillance constante des inspecteurs de la santé et des autorités fiscales. Chaque violation entraînait des amendes. Chaque audit révélait plus de problèmes. Le stress provoquait une détérioration rapide de la santé de mon père. Il a commencé à avoir des douleurs thoraciques et a dû être hospitalisé 2 fois pour ce que les médecins pensaient être des crises cardiaques. Ma mère ne gérait pas mieux la pression. Elle a commencé à avoir ce qu'elle appelait des malaises où elle devenait étourdie et désorientée. Son médecin lui a diagnostiqué un trouble panique induit par l'anxiété et l'a mise sous des médicaments qui la rendaient vaseuse et déconnectée. Kendra luttait pour suivre la surveillance accrue du Conseil de l'ordre des agents immobiliers. Chaque transaction qu'elle avait jamais gérée était en cours de révision. Chaque client était contacté. L'enquête sur l'affaire avait révélé d'autres violations éthiques, et elle risquait de perdre sa licence de manière permanente. Mais la partie la plus satisfaisante était de voir comment la dynamique familiale changeait sous la pression. Kendra et mes parents ont commencé à se retourner les uns contre les autres. Lorsque le restaurant a été condamné à une amende pour des violations du code de la santé, mes parents ont blâmé Kendra d'avoir attiré une attention négative sur la famille. Lorsque la licence immobilière de Kendra a été suspendue, elle a blâmé mes parents de ne pas l'avoir élevée pour gérer correctement le stress. Madison, pendant ce temps, se comportait plus mal que jamais. Les séances de thérapie ne se passaient pas bien car elle refusait de prendre la responsabilité de ses actes. Elle insistait toujours sur le fait qu'elle avait à peine touché Nora, que Nora avait trébuché toute seule, que toute l'affaire était montée en épingle. Le thérapeute a dit à Kendra que Madison montrait des signes de troubles de la personnalité antisociale et qu'elle aurait besoin d'années de traitement intensif. Le coût de ce traitement, combiné aux frais juridiques et à la perte de revenus dus aux problèmes de carrière de Kendra, mettait une pression financière énorme sur la famille. C'est là que Kendra a commis l'erreur qui m'a donné l'ouverture dont j'avais besoin pour la phase finale de mon plan. Elle m'a appelé 8 mois après la chute de Nora et a essayé de négocier. Elle, a-t-elle dit, sa voix fatiguée et tendue. Ça a assez duré. Nous souffrons tous à cause de ton comportement vengeur. Mon comportement vengeur, ai-je dit. Kendra, ta fille a essayé de tuer la mienne. Elle n'a pas essayé de tuer Nora. Mon Dieu, tu es si dramatique. Madison a fait une erreur. Elle n'est qu'une enfant.
Une enfant qui a blessé plusieurs autres enfants et ne montre aucun remords pour quoi que ce soit. Écoute, a dit Kendra. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Nous paierons les factures médicales de Nora. Nous paierons sa thérapie. Arrête juste ce que tu fais pour détruire nos vies. C'est là que j'ai su que je les avais exactement où je les voulais. Tu veux savoir ce que je veux, ai-je dit. Je veux qu'il rende des comptes. Je veux que Madison fasse face à de vraies conséquences pour ce qu'elle a fait. Je veux que toi, maman et papa reconnaissiez que ce qui est arrivé à Nora était grave, traumatisant et mal. D'accord, a dit Kendra rapidement. Nous le reconnaissons. Madison s'excusera auprès de Nora. Nous nous excuserons tous. Arrête juste. Mais je n'étais plus intéressé par des excuses vides. Kendra, tu as eu 8 mois pour montrer un remords sincère. Tu as eu 8 mois pour prendre des nouvelles de la guérison de Nora. Tu as eu 8 mois pour prendre la responsabilité de ce que ta fille a fait. Au lieu de cela, tu as passé 8 mois à essayer de réécrire l'histoire et à vous présenter comme les victimes. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux la justice, ai-je dit. Et je la veux par les voies légales appropriées. C'est là que je lui ai parlé du procès. Kendra a essayé de le combattre au début, mais son avocat lui a dit qu'elle n'avait aucune chance. Les preuves étaient accablantes, et aucun jury ne sympathiserait avec quelqu'un qui avait ri d'une enfant de 4 ans blessée. Finalement, ils ont réglé l'affaire à l'amiable. Le règlement combiné s'élevait à 380 000 $. Kendra a dû se déclarer en faillite. Mes parents ont perdu leurs modestes économies de retraite et ont dû contracter une deuxième hypothèque sur leur maison. Mais l'argent n'a jamais été vraiment le but. Le but était que les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences mettent des années à se manifester pleinement. J'ai placé la majeure partie de l'argent du règlement dans un fonds en fiducie pour les futurs besoins d'éducation et de thérapie de Nora. Le reste, je l'ai donné à des organisations qui aident les enfants victimes de violences familiales. Cela fait maintenant 6 ans depuis ce jour terrible. Nora a 10 ans et s'épanouit. Elle est intelligente, drôle et incroyablement résiliente. Elle se souvient encore de ce qui s'est passé, mais cela ne la définit plus. Ma famille, en revanche, fait toujours face aux conséquences de ses choix. Mes parents sont maintenant dans leurs 70 ans et travaillent encore parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de prendre leur retraite. Kendra peine à joindre les deux bouts, cumulant 2 emplois pour s'en sortir. Madison est maintenant à l'université grâce à des bourses partielles qu'elle a obtenues elle-même, mais elle doit travailler pour payer ses études car sa famille ne peut pas se permettre de l'aider. Est-ce que je me sens mal de ce que j'ai fait? Pas une seconde. Quand Nora gisait inconsciente en bas de ses escaliers, ma famille a choisi de rire et de minimiser ses blessures. Ils ont choisi de donner la priorité aux sentiments de Madison plutôt qu'à la sécurité de Nora. Ils ont choisi de traiter une enfant de 4 ans traumatisée comme si elle était dramatique. Ils ont fait leur choix, et j'ai fait les miens. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin, que ma vengeance était disproportionnée par rapport à ce qui s'est passé. À ces personnes, je dis ceci, imaginez votre enfant gisant immobile en bas d'un escalier pendant que des personnes qui sont censées l'aimer et la protéger rient et la traitent de dramatique. Imaginez passer 4 jours sans savoir si votre bébé va se réveiller. Imaginez votre enfant faire des cauchemars pendant des mois parce que quelqu'un qui était censé être de la famille l'a délibérément blessé. Alors dites-moi que je suis allé trop loin. Nora est en sécurité maintenant. Elle est aimée. Elle est protégée. Et elle sait que sa mère remuera ciel et terre pour qu'elle le reste. Ma soi-disant famille a appris qu'il y a des gens dans ce monde qui vous tiendront pour responsable de vos actions, même si cela prend des années. Surtout si cela prend des années. Ils pensaient qu'ils pouvaient blesser mon enfant et ne subir aucune conséquence. Ils se sont trompés. Et s'ils lisent ceci et découvrent que ça les concerne, je veux qu'ils sachent quelque chose, je n'ai pas fini. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que Nora est protégée de gens comme eux. S'ils essaient un jour de la contacter, s'ils essaient un jour de revenir dans nos vies, je les détruirai complètement parce que c'est ce que font les vraies mères. Nous protégeons nos enfants, peu importe ce qu'il en coûte. Même de la famille. Surtout de la famille. Mise à jour. Beaucoup de gens ont posé des questions sur Madison et si je pense que ce que je lui ai fait était juste, étant donné qu'elle n'était qu'une enfant lorsque cela s'est produit. Laissez-moi être clair sur une chose. Madison avait 13 ans lorsqu'elle a délibérément poussé ma fille de 4 ans dans un escalier. Ce n'est pas un tout petit qui fait une crise de colère. Ce n'est pas un enfant de 6 ans qui ne comprend pas les conséquences.
C'est une jeune de 13 ans qui est assez grande pour comprendre que pousser quelqu'un dans un escalier peut le blesser gravement. Elle a regardé mon bébé dans les yeux et a dit qu'elle était agaçante et qu'elle ne voulait pas d'elle ici, puis a délibérément essayé de lui faire du mal. Le fait qu'elle ait souri après montre qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les conséquences ont-elles affecté son avenir? Absolument. Mais son choix d'agresser une enfant de 4 ans l'a fait aussi. Les actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences durent plus longtemps que nous ne le souhaiterions. Nora portera le traumatisme de ce que Madison lui a fait pour le reste de sa vie. Pourquoi Madison devrait-elle être la seule à pouvoir passer à autre chose sans conséquence? Quant à mes parents et à Kendra, ce sont des adultes qui ont choisi de rire d'un enfant blessé et de décourager la recherche d'un traitement médical. Ils ont choisi de donner la priorité à leur enfant chéri plutôt qu'à la sécurité de ma fille. Ils ont fait leur choix, et ils ont vécu avec les résultats. Je dors bien la nuit en sachant que Nora est en sécurité et que les personnes qui l'ont blessée ont appris que leurs actions ont des conséquences. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice.